Bonjour à tous, merci d'être venus à cette table ronde. Je vous propose qu'on commence. Je m'appelle Soufiane Carcaillé, je suis en charge des thématiques entrepreneuriat étudiant à la région Île-de-France. Et puis on a la chance d'avoir aujourd'hui Camille de la start-up Ezimob. Et malheureusement, Pauline n'a pas pu venir aujourd'hui suite à des problèmes de santé, donc on la salue puis on lui souhaite bon rétablissement. Et Julien Capra de la start-up Whattiz a accepté de la remplacer au pied levé, donc on peut le remercier aussi. Alors, voilà comment va se dérouler cette masterclass. Je vais vous faire une petite présentation sur les programmes de la région en faveur de l'entrepreneuriat étudiant, qui est en gros nos programmes dédiés aux jeunes pousses. Et puis ensuite, Camille et Julien nous parleront de leur expérience. On fera un petit jeu où ils pitcheront leur projet, leur parcours en 4-5 minutes. Et ils nous parleront des écueils, des difficultés et puis des joies qu'ils ont pu avoir en tant que jeune entreprise. Et il y aura une petite session de questions-réponses. Hop. Alors, on ne pouvait pas commencer cette masterclass, pas parler de cette masterclass sans parler du dispositif Pépite. Le dispositif Pépite, en fait, c'est un dispositif national qui est déployé au sein des territoires, au sein des écoles et des universités. Il y en a à peu près 1 ou 2 par région, et en Île-de-France, il y en a 8. Donc, ça représente un potentiel de 700 000 jeunes étudiants entrepreneurs, et l'objectif, au-delà de la sensibilisation, c'est d'attribuer un statut national étudiant-entrepreneur à ces jeunes étudiants. Chaque pépite a ses spécificités, tant sur le plan territorial que sur le plan thématique. Et le statut permet d'avoir, et Camille pourra en parler tout à l'heure, et Julien aussi, via l'expérience au sein de Starting Saclay, au-delà de Whattiz, de ce statut. Ça permet en gros d'assurer une sécurité supplémentaire et d'avoir accès à des avantages et des prix et des bonus via le dispositif Pépite. Alors, le programme de la région en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. La région s'est impliquée sur le sujet depuis maintenant 4 ans. Ça représente 600 projets aidés, c'est ça, pour 1300 étudiants entrepreneurs. En gros, il y a 3 grands blocs: sensibilisation, maturation et accélération. La sensibilisation via le soutien au dispositif Les Anthropes en Île-de-France, qui est déployé sur le territoire de Paris et de Saclay, et Versailles maintenant pour cette nouvelle rentrée. C'est un programme qui est gratuit et qui donne les bases à l'entrepreneuriat. La maturation via l'équivalent de Innovop pour les projets, pour les jeunes étudiants entrepreneurs. La condition, c'est d'être rattaché à un pépite, et ces fonds, ces tickets de 2-3 000 euros, permettent de financer la prestation. Ça peut être le développement d'un site internet, le dépôt de statut, le prototypage. Et le dernier bloc, le volet accompagnement et valorisation des projets, via le soutien au prix Pépite régional, qui a eu lieu il y a 2 semaines ici même, dans ces locaux, qui valorise les 32-38 maintenant meilleurs projets études d'entrepreneurs sur le plan régional. Et ces lauréats, justement, dont a fait partie Camille, l'année dernière et cette année tu as été lauréate nationale. Donc en gros, chaque pépite a son champion national, et les lauréats régionaux ont un ticket de 2 000 euros, et les lauréats nationaux ont un ticket de 10 000 euros, et ils ont été valorisés. Il y a eu un grand barnum, un grand barou sur l'entrepreneuriat étudiant la semaine dernière dans les locaux à BPI, au Salon de l'Aveyron. Au-delà de ça, le programme Petite Startup Île-de-France, et c'est ce qui nous amène aussi aujourd'hui, qui est un programme d'accélération de 6 mois, qui est le programme de la région en faveur de l'entrepreneuriat étudiant, qui dure 6 mois à Station F, en partenariat avec les Pépites et le Schoolab. Le programme coûte 120 euros TTC par mois, et la condition est d'avoir le statut national étudiant-entrepreneur, 40-45 places par promotion, et on en parlera tout à l'heure. Et on va créer un nouveau format d'événement qui a une variante de cet événement aujourd'hui, qui est un meet-up. L'idée est de regrouper, en gros, de mettre à disposition les agents de la région pour les étudiants entrepreneurs. Donc ça sera des rendez-vous B2B de 20 minutes, avec des agents en charge des thématiques économie circulaire, patrimoine, recherche, tous les sujets, lycée, EdTech, tous les sujets qui sont portés par la région. Voilà, donc vous avez dans les grandes lignes les actions de la région sur ce sujet. Il y a également des actions d'animation, de valorisation des projets. Typiquement, pour les projets qui ont été aidés par la région, on essaie de les mettre en avant. Alors ça peut être sur du CES, ou ça peut être également, comme cette semaine, le salon Autonomie, qui est un salon dédié au handicap, Vivatech,
Par exemple, lors de la dernière édition du Vivatech, il y a 45 projets étudiants entrepreneurs issus des pépites et des entreprises qui ont exposé sur le stand, qui ont pitché sur le stand de la région, plus quelques projets qui ont exposé. À noter que cette année, un des projets, un des anciennes jeunes pousses, qui est le projet WISE, a gagné le prix de la meilleure innovation de Vivatech. Alors, Pépite Startup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un programme d'accélération de 6 mois. La condition, c'est d'avoir le statut national étudiant-entrepreneur. Vous êtes accompagné durant 6 mois par Schoolab au sein des locaux de Station F, et la participation région fait que le programme coûte 120 € par mois, 60 € pour les boursiers. Quelques infos sur Station F. C'est toujours bon de rappeler que c'est un lieu emblématique dans l'écosystème. Et vous avez derrière moi, du coup, les grandes phases de ce programme. Les candidatures ont été clôturées la semaine dernière, donc là, on va auditionner dans une dizaine de jours la nouvelle promotion. Et si vous êtes intéressé par le programme, il y a une nouvelle variante cette année avec un programme qui est un programme digital, avec un programme qui est un peu plus light, qui coûte moins cher et qui avec un minimum de coaching, mais qui n'est pas Station F. On ouvrira les candidatures dans un petit mois maintenant. Quelques chiffres. Donc 8 promotions depuis 2017, de 40 étudiants chacune. Il y a eu 178 projets accompagnés pour 340 étudiants entrepreneurs. Vous avez quelques stats également, et on est content. Alors même si ce chiffre n'est pas assez, on en parlera tout à l'heure, 35% de femmes depuis la première promotion. À noter que la promotion 7 était composée de 50% de femmes. Je crois que c'est le programme de Station F qui a la parité quasi parfaite. Et je crois que vous pouvez confirmer, Julien et Camille, au vu des autres programmes qui sont au sein de Station F. Et c'est également le programme qui a le taux d'assiduité le plus élevé. À venir, également, je vous ai parlé des meet-up tout à l'heure, qui auront lieu d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. Il y a un événement, le premier événement dédié à l'entrepreneuriat étudiant au niveau international qui aura lieu avec le cofinancement de la région et de BPI les 9 et 10 novembre au sein de Sorbonne, avec un focus sur la région Afrique et Europe. N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn du programme pour avoir plus d'infos et participer à cet événement. J'en profite également pour vous rappeler les aides de la région qui existent, et je vous invite à aller regarder les stands et échanger avec les collègues en charge de ces différents dispositifs. Et puis quelques contacts utiles qui pourraient vous intéresser. Bon, mon ego fait que j'ai indiqué mon adresse mail, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi d'autres acteurs dans l'écosystème, avec Anna Amado, qui est la coordinatrice des 8 pépites en Ile-de-France, Anne Mordon, qui est notre référente au sein du Schoolab pour le programme Pépite Startup, et puis Mario Chaloub, et on en parlera tout à l'heure, Julien, qui est ancien président de Starting Sake, le 3e ou 4e des mémoires, et qui a créé l'AIS, qui est un agrégat d'associations étudiants entrepreneurs au niveau national. Voilà, merci pour votre temps. On va maintenant attaquer le moment que vous attendez tous. Oui. Ouais. Sachant que cette présentation sera mise à disposition. Alors, on va commencer. Camille, on te laisse 5 minutes pour te présenter et parler de ton parcours. Je lance le chrono. On joue le jeu ? Allez, c'est parti. Alors, bonjour. Allô, vous m'entendez ? Là ? Est-ce que ça marche ? 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je vais prendre le tien. Bonjour à tous. Alors, ce que je vais vous faire, c'est une petite expérience immersive. Et je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Vraiment, on joue le jeu. On ferme les yeux. Vous êtes lundi matin et vous allez au travail, comme tous les jours de la semaine. Et vous sortez de chez vous et vous allez emprunter la ligne 6 pour vous rendre à Denfert. Jusqu'à là, vous utilisez le GPS, toujours en fermant les yeux. Une fois arrivé à la station, comment faites-vous pour repérer les tourniquets pour passer votre passe Navigo ? Ensuite, comment faites-vous pour vous diriger sur le quai de la gare et savoir à quel moment passe votre métro ? Vous êtes sur le quai, vous entendez du bruit, des personnes qui se bousculent. Comment faites-vous pour repérer la porte pour entrer à l'intérieur du métro ? Une fois à l'intérieur, comment faites-vous pour trouver un siège disponible pour vous asseoir ? Enfin, vous avez réussi, vous êtes sorti. Comment faites-vous pour vous repérer dans les couloirs de la station pour vous rendre à votre travail ? Merci, vous pourrez ouvrir les yeux. Ce quotidien, c'est le quotidien d'1,7 million de personnes en France et 253 millions de personnes dans le monde. La déficience visuelle, c'est des personnes malvoyantes et non-voyantes.
Et nous, on a décidé de les aider dans leur quotidien, parce que la mobilité, on a pu le voir pendant la période du Covid, la mobilité, en fait, c'est l'accès à la liberté. C'est l'accès à notre lieu de travail. On peut se rendre à travers la chaîne de déplacement des transports en commun à des lieux pour se rendre à des musées, lieux culturels, à des événements sportifs, et comme aujourd'hui au Coaching Day. Du coup, c'est un élément essentiel dans la vie de chacun. Et quand quand on a des difficultés pour se déplacer, tout de suite, c'est un renfermement sur soi. C'est pour cela que nous avons créé la solution EasyMob. EasyMob vise à accompagner une personne en situation de handicap dans chaque étape de leur trajet en transport en commun. Concrètement, ils vont utiliser leur portable comme un scanner et vont pouvoir localiser des infrastructures telles que le tourniquet, une porte ou un siège disponible et rappeler à la personne à quel moment il faut qu'elle descende du train. Tout ça sur une seule application. Et oui, les personnes déficientes visuelles, pour 95% d'entre elles, utilisent un smartphone. C'est juste qu'il y a un vocalisateur d'écran qui transforme tout ce qui est visuel en auditif. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, mais... oh, j'ai un petit peu de temps. Mais voilà. Donc la solution EasyMob vise vraiment à mettre l'innovation au service du bien commun, au service du handicap. À travers la solution, on utilise des algorithmes de machine learning, de l'intelligence artificielle pour transformer tout ce qui est visuel en auditif. Donc on a des gros travaux de R&D. On est en phase finale de déploiement sur la région Île-de-France, avec Île-de-France Mobilité. On travaille donc avec Île-de-France Mobilité, la SNCF. On sera bientôt déployé sur la ligne 6 avec la RATP. Et on a un gros sujet, c'est pour l'inclusion et pour l'accessibilité des Jeux Olympiques et des Paralympiques pour 2024. Voilà. Merci Camille. Oui. Est-ce que vous pensez utiliser les Jeux Olympiques pour personnes handicapées Je vais vous donner le micro. Ça qu'on vous entend mal. Est-ce que vous prévoyez d'utiliser les Jeux Olympiques de 2024 spéciaux pour justement promouvoir votre système? Concrètement, je pense que au-delà de nous, je pense que c'est pour toutes les entreprises aujourd'hui, les Jeux Olympiques et les Paralympiques de 2024, c'est un accélérateur. C'est-à-dire qu'on teste toutes les solutions, on va expérimenter plein de solutions, donc que ça soit pour des grands groupes, des PME ou des petites startups, c'est un accélérateur. Et oui, en effet, on va tout faire, en tout cas, pour promouvoir le handicap, notamment, et l'accessibilité dans les sites olympiques. Je vous propose qu'on fasse la session de questions-réponses tout à l'heure pour avancer. Merci. Julien, du coup, à ton tour, 5 minutes. Comme je le sens, Julien, alors déjà, tu as créé Watiz, qui est le Shazam des vêtements. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire à peu près ça, mais j'aime pas le terme Shazam du vêtement parce que... C'est pour ça que je l'ai dit justement, pour que tu puisses défendre ton... Et puis également créateur de l'association Starting Saclay, c'est un grand monsieur de l'entrepreneuriat qu'on a ici, qui a créé la première asso étudiant entrepreneur il y a 7 ans maintenant, sur le territoire de Saclay, qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc on a une vraie source d'information. Julien, je te laisse parler du coup. Donc bonjour à vous tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir de parler à des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc moi je m'appelle Julien Capra, je suis fondateur de Watiz. Donc effectivement nous Watiz on est une start-up de la fashion tech. On a développé une solution en fait basée sur la reconnaissance visuelle appliquée au secteur de la mode. Donc concrètement avec Watiz, nous le but c'était de créer une application, un assistant shopping qui permette de retrouver à partir de la photo d'un vêtement des produits identiques ou similaires en e-commerce. Le but, effectivement, c'est de se dire que on a tous vécu ce sentiment de frustration d'avoir un coup de cœur pour un vêtement et pas savoir ce que c'est. Et des fois qu'on arrive à savoir ce que c'est, il n'est pas disponible à l'achat. Nous, effectivement, le but, c'était de résoudre ce problème-là et surtout de pouvoir aider les gens en fait, à mieux acheter en étant mieux informés sur l'offre disponible. Nous, aujourd'hui, on est sur la grande distribution. On fait chaussures, vêtements. On va bientôt faire le premium, tout ça pour la mode féminine. Et là, les gros objectifs pour l'année 2022, pour moi, ça va être d'intégrer la mode éco-responsable. Donc là, j'ai 400 marques qui vont arriver, je pense, d'ici un mois sur l'application, et la seconde main. Le but, effectivement, c'est de se dire que, à partir d'une seule application, quand vous cherchez un vêtement, vous êtes capable de trouver tout
à partir d'un style, toute l'offre disponible et vraiment vous faire plaisir, acheter le bon produit qui correspond à vos envies et vos valeurs. L'autre enjeu pour moi, ça va être aussi s'attaquer à la mode masculine qui va arriver au mois de janvier. Et c'est vrai que nous, l'ambition avec Watis, c'est vraiment d'avoir un impact dans le domaine de la mode. La mode, c'est un secteur hyper polluant. Et en plus, avec aujourd'hui les systèmes, enfin déjà la production, la logistique, et en plus maintenant aussi avec la distribution, où en fait, maintenant vous achetez, en fait, vous faites livrer, vous essayez chez vous et vous renvoyez. C'est des frais énormes, c'est de la pollution énorme. Et moi, le but, effectivement, c'est de permettre de pouvoir réduire cet impact-là en aidant les utilisateurs à mieux acheter et surtout aussi les marques à mieux produire. Parce que le but aussi, ça va être de conseiller les marques sur effectivement faire une analyse réelle de la vraie demande des utilisateurs pour mieux concevoir, mieux produire et mieux distribuer. Donc vraiment, notre ambition, c'est de pouvoir en fait apporter notre pierre à l'édifice et vraiment faire un secteur de plus en plus vertueux. Donc ça, c'est sur le côté business. Effectivement, moi, à côté, pour parler un peu de moi, à l'origine, moi, je suis chercheur en chimie, donc rien à voir avec la mode. Et c'est vrai que dans mon expérience de chercheur, je me suis rendu compte que la recherche et l'entrepreneuriat, c'était très proche au niveau des savoir-faire, des savoir-être, des défis qu'on se donnait. Et c'est vrai que j'ai voulu créer mon entreprise. Et en fait, pour ça, je me suis dit, il faut quand même me spécialiser parce que quand on est chercheur en chimie fondamentale, c'est pas facile de basculer de l'autre côté. Donc j'ai fait HEC et j'ai fait la majeure entrepreneur. Et c'est vrai que à l'époque, donc c'était en 2013, on se rendait compte qu'effectivement, on parlait pourquoi il n'y a pas de Silicon Valley en Europe, et notamment sur le territoire de Saclay. Et moi, en fait, je me suis vraiment attaqué à ce problème-là de pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi il n'y a pas de start-up à Saclay. Donc soit il y en a et on ne les voit pas, soit il n'y en a pas, et pourquoi il n'y en a pas, parce qu'il y a toutes les conditions nécessaires pour le faire. Donc ça a été mon sujet de mémoire à HEC, et j'ai identifié plusieurs leviers. Et un des leviers, c'était effectivement, il fallait créer plus de mixité au niveau des étudiants pour notamment faire du mix de profils, pour pouvoir créer des équipes pertinentes et performantes, et effectivement commencer à fédérer autour d'un sujet qui était important, l'entrepreneuriat, parce que la société évolue. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de carrières en fait, dans les grands groupes. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de créer leur propre entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de se dire on va faire une super asso au niveau vraiment du grand campus Paris-Saclay et de fédérer les gens et créer une dynamique. Et c'est vrai qu'on est hyper fiers parce qu'au final, c'est quelque chose qui est parti de 4 pauvres slides de PowerPoint. Et au final, maintenant, on est devenu l'une des associations de référence au niveau national. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour vous parler un peu de moi. Merci Julien. Alors, la première question, en fait, c'est que tous les deux, vous avez des profils techniques. Au final, vous êtes tous les deux. Pauline, tu es... pas Camille, pardon. Ça va être un running gag pendant parce que pendant les préparations, en fait, de cette masterclass, j'appelais régulièrement Camille, Pauline, du coup. Du coup, oui, vous êtes tous les deux des profils techniques, ingénieurs, du coup, et plutôt chercheurs pour toi, Julien, avec donc des sujets qui sont complètement des sujets de start-up qui sont complètement différents. La première question, c'est comment vous avez vécu vos débuts après une année de création, avec les difficultés et les... Alors, moi, c'est peut-être un profil un peu différent du tien, où j'ai créé l'entreprise en finissant mes études. Donc, étudiante entrepreneur, je l'ai été. J'ai eu le statut national d'étudiant entrepreneur. Et se dire, j'y vais. Je le fais, je crée la société et on y va. Donc c'est un réel pari, je pense, quand on sort d'études et qu'on n'a pas du tout de connaissance du milieu professionnel en tant que tel. J'ai eu une expérience en tant qu'ingénieur d'affaires lors d'un stage de fin d'études, mais c'est un pari à se faire. Et au final, tous les jours on apprend, mais c'est ce qui nous stimule. C'est que tous les jours, on a des problématiques, on a des problèmes auxquels il faut se pencher. Et puis, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai 2 associés, maintenant j'ai une belle équipe également, mais c'est de l'apprentissage et on s'est construit en fait en apprenant tous les jours, mais aussi en s'accompagnant. Le programme Pépite Startup, on n'a jamais été tout seul dans le bateau, on a eu des personnes experts sur des sujets dans notre milieu d'activité. Et il y a des programmes d'accompagnement tels que la région Île-de-France, voilà, ils font pas mal de choses pour les entrepreneurs, mais également les étudiants entrepreneurs.
Et donc moi, je conseille les programmes d'accompagnement parce que ça vous fait grandir, mûrir et accélérer, mais d'une vitesse où tout seul, en fait, on peut pas forcément... On peut y arriver, hein, mais quand on est accompagné, et surtout, je dirais que les programmes, ça nous sort la tête de l'eau. En fait, quand on travaille sur son projet, eh ben, on a une barrière, en fait, à côté de nos yeux, en face, et on réfléchit pas au pourquoi du comment. Et en fait, la personne qui va connaître le projet, essayer de travailler avec vous sur le projet, et ben, va avoir un regard extérieur. Et ça, c'est super important. Je sais pas ce que tu en penses. Julien. Alors effectivement, de toute façon, si vous êtes entrepreneur, faut se faire accompagner et il faut parler à d'autres entrepreneurs. C'est vital parce qu'en fait, effectivement, quand on est dans son projet, on pense qu'à ses soucis, on voit pas forcément, on n'arrive pas forcément à prendre de la hauteur. Donc très clairement, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut se faire accompagner, il faut se faire coacher, il faut se faire suivre parce qu'effectivement, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous challenger et progresser. Pour revenir effectivement à ta question, c'était plutôt sur la première année. En fait, après la première année, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'en fait, la première année, quand vous lancez votre projet, vous êtes beaucoup sur la phase de je vais m'intéresser à qu'est-ce que je vais vendre, j'essaie de définir mon produit, je vais essayer de voir mes utilisateurs, mes clients, essayer de faire le bon produit. Et en fait, vous faites tout, hein, parce que vous faites à la fois le commercial, le financier, la strat, le marketing, etc. Et c'est vrai qu'après la première année, c'est là où vous devez passer en fait à l'accélération. Donc effectivement, soit aller chercher de l'argent, donc de la subvention, des fonds, de la dette, des clients, parce que la personne la plus importante dans une entreprise, c'est le client. Les salariés, les dirigeants, ça se remplace, le client, non. Donc vraiment, faut réfléchir à ça. Et effectivement, le passage de la première année, c'est comment grandir, comment accélérer. Et effectivement, il faut savoir créer son équipe et commencer un peu à recruter les bonnes personnes, potentiellement trouver de nouveaux associés, trouver des juniors ou des seniors qui vont venir et devenir les premiers salariés, qui vont être les ambassadeurs et effectivement qui vont aussi contribuer complètement à l'ADN de l'entreprise. Et surtout, en tant que dirigeant, c'est comment gagner du temps et justement éviter de tout faire. Parce que vous ne pouvez pas faire tout en tout, parce que tout simplement, au bout d'un certain moment, vous allez burner et vous allez aussi pas développer l'entreprise comme il faut. Donc très clairement, quand vous passez l'année d'après, il faut savoir gagner du temps. Donc déléguer par exemple la recherche d'argent, recruter peut-être des stagiaires qui vont vous aider sur tel ou tel aspect, et vraiment vous focaliser sur le développement de votre entreprise. Très clairement, quand vous êtes entrepreneur, votre boulot c'est de vendre, c'est d'être le commercial de la boîte et d'aller chercher l'argent, d'aller chercher les clients. Donc tout ce que vous pouvez sous-traiter, donc passer par des prestataires que vous allez rémunérer au succès, ou effectivement recruter les compétences manquantes dans l'entreprise, c'est là où il faut le faire. Et effectivement, c'est difficile déjà de déléguer et de trouver les bonnes personnes, parce que là, en fait, vous partagez votre bébé avec d'autres personnes, et c'est pas facile. Et c'est vrai que ce passage-là, on est 3, à un passage à 10 personnes, et après un passage à 30 personnes, c'est des étapes hyper importantes dans l'entreprise, parce que y a l'ADN qui bouge un peu, qui mute un peu, et effectivement, faut travailler là-dessus, quoi. Merci Julien. Tu as pointé un sujet assez important, en fait, même primordial quand on débute une entreprise, c'est le sujet des collaborateurs, des cofondateurs. Toi, dès le début, tu avais ton équipe en tête et tu as démarré avec eux, ou est-ce que tu as démarré tout seul? Et puis Camille, justement, toi, tu as rejoint au contraire un projet qui était en phase de démarrage. Julien, je te laisse que tu commences et puis... Sinon, honneur aux filles ou... Ah, honneur aux filles. Alors, j'ai rejoint, mais on a créé l'espace entrepreneuriat, puisqu'en fait, le projet, c'était un projet technique de fin d'études. C'est pour ça qu'on a rejoint cela. Mais finalement, totalement, c'est que quand en fait, on fait sa première année, on définit notre business plan, on définit un peu, on fait tout, comme tu l'as très bien dit. Et après, c'est mettre en place une culture d'entreprise, réunir toutes les personnes qui nous ont rejoints vers une même vision, un même regard sur l'entreprise. Et du coup, c'est des problématiques complètement différentes et auxquelles, dès maintenant, moi, je suis confrontée. On est en phase de levée de fonds. On essaye de réunir tout le monde avec un même sujet. On met en place des choses à l'intérieur de l'entreprise pour chaque collaborateur se sente à sa place, bien dans ce qu'il fait. Et c'est la partie de déléguer. Et ça c'est un sujet. Il faut savoir déléguer, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on ne peut pas tout faire. Et ça nous consume énormément. Julien, tu veux peut-être ajouter
Donc, concernant l'association, effectivement, moi je conseille de ne pas s'associer à trop de personnes au début, parce que tout simplement, vous pouvez pas, enfin, à 4-5, c'est rare que les 4-5 soient passionnés à fond et se lancent à fond dans le projet. Donc, moi je conseillerais plutôt de créer à 2-3. Tout seul, c'est assez compliqué parce que, en fait, si vous cherchez à aller lever des fonds ou aller chercher de la dette, il y a un gros problème, c'est que vous êtes tout seul et qu'effectivement, si vous arrive un accident, la boîte s'arrête. Alors que quand vous êtes une équipe de 2-3 fondateurs, on va dire c'est plus rassurant pour lancer le projet. Et surtout, il y a plus de compétences, je dirais, complémentaires. Sur la partie, effectivement, constituer son équipe, c'est des vrais sujets de comment vous fidélisez les personnes, parce que au début, quand vous êtes une jeune entreprise, vous n'avez pas d'argent. Donc, comment vous arrivez à fédérer des gens autour de votre projet, comment les passionner et comment faire en sorte, effectivement, qu'ils grandissent avec vous. Nous, très clairement, moi, j'ai déjà failli... on va dire, l'entreprise a failli mourir déjà une fois à cause, effectivement, il y a eu un départ d'un associé. Au début, on était 3. Et c'était hyper compliqué. Et l'équipe a survécu grâce aux salariés qui, très clairement, en fait, ont dit « Ok, nous, on vous suit, on vous fait confiance et on y va quand même. » Et en fait, nous, c'est l'équipe qui nous a permis de compenser ce départ. Et c'était vraiment une belle expérience. Et aussi, nous, on a fait beaucoup le choix de se dire on va parier sur les personnes. Donc nous, c'est vrai que tout ce qui est diplôme, on ne s'intéresse pas vraiment à ça. Nous, on s'intéresse aux individus. Et en fait, on a fait des paris où à chaque fois, on a pris des personnes qu'on allait former au métier. Donc on s'est dit, OK, ils ne savent pas faire. Par contre, on voit qu'ils ont la niaque. On voit qu'ils savent faire, enfin, qu'ils peuvent faire. Donc allez-y, on se lance, on fait le pari. Et franchement, notre équipe, on l'adore. Enfin, on est une grande famille. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, une équipe qui est vraiment soudée, c'est aussi, je dirais, un pouvoir d'attraction. Et là, pareil, on a fait un événement cette semaine où il y avait des journalistes et des influenceuses. Tout le monde m'a vanté le mérite de l'équipe en disant vous dégagez un truc incroyable et on a envie de participer à cette aventure. Donc vraiment, faut vraiment prendre du temps, faut pas recruter à la légère et il faut prendre le temps de choisir les bonnes personnes et c'est se poser les bonnes questions. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail de définition des valeurs et de ce que vous voulez créer au sein de votre entreprise. Merci Julien. Tu as apporté un point aussi avec Camille tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous débutez, vous n'êtes pas préparé à tout. Quel a été, vous devez être CEO, vous devez gérer, donc il y a une nécessité de déléguer. Quelle a été la plus grosse difficulté sur le plan RH et puis sur le plan opérationnel? Je pense Vous avez 4 heures. Nous, on est 3 associés. Et déjà, c'est de se répartir les rôles. En fait, à un moment, quand on commence à grossir et tout le monde fait tout, en fait, si tout le monde fait tout, tout le monde le fait mal. Donc, c'est super important nous, entre fondateurs et entre associés, c'est de se mettre autour d'une table et de se dire, OK, donc toi, tu vas prendre cette partie. Toi, je suis désolée, mais potentiellement, tu vas mettre cette partie de côté. C'est plutôt moi qui va la prendre en charge. Et du coup, nous, ça a été vraiment la définition des rôles. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se dire, soit ça, je le fais mieux que toi, hein, ou soit, tout simplement, pour continuer à grossir sur cette activité, sur cette branche, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'y penche et on ne peut pas être 2. Donc nous, ça a été vraiment en fait une répartition des rôles. On a 3 profils complètement différents, mais du coup complémentaires. Hein. C'est ça qui fait la force aussi, je pense, de l'équipe et de l'équipe fondatrice. C'est qu'on a Julien qui a fait une thèse, un doctorat sur l'intelligence artificielle, donc un profil très chercheur, très technique, très R&D. On va avoir Robin, lui, qui va être un serial entrepreneur et qui est d'ailleurs le CEO de l'entreprise et qui va être autant sur l'aspect produit et design de produits, mais technique, du coup. Et moi, qui avais un profil, du coup, commercial, communication, marketing, et l'aspect aussi RH quand on recrute. Donc voilà, c'est la répartition des rôles et bien se coordonner entre associés. Julien, tu as déjà répondu en partie tout à l'heure. Je veux juste compléter un peu. Effectivement, il y a un vrai travail de confiance et de délégation et de bien compartimenter ce que fait chacun des associés. Si vous commencez à dire voilà, en fait, j'ai vu ce que tu as fait en communication, moi je ferai ci, je ferai ça. Non, en fait, faut vraiment chacun respecter. Enfin, faut pas marcher sur les plates-bandes des autres.
Effectivement, il y a des points de réunion. Enfin, il y a quand même des points en amont où effectivement on définit les envies, les objectifs, etc. Mais il ne faut pas passer son temps à impliquer ses associés parce que perte de confiance, perte de temps, et donc le projet va se planter. Donc vraiment, il faut savoir faire confiance. Et tout le monde est conscient au début qu'on ne sait pas faire tout. Enfin, nous, il n'y avait personne de commercial dans l'entreprise, il n'y avait personne qui faisait du marketing et de la communication. On a dit, OK, c'est toi qui fais le commercial, c'est toi qui fais la com, et on s'est formé, et on sait qu'on n'est pas parfait, et en tout cas, on avance petit à petit, et on sait que sur ces points-là, on s'est fait aider par la suite. Mais il faut bien segmenter, pas accepter de ne pas tout faire parfait, mais par contre, il faut faire. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme je dirais la recherche, c'est l'apprentissage un peu par l'échec. Hein. Vous testez, vous regardez si ça marche pas, on vous fait autre chose, et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut faire, même si c'est pas parfait. Et voilà, et après, de toute façon, quand l'équipe va grandir, on pourra compenser ses lacunes, mais vraiment, chacun a une tâche, et il doit la faire bien. Avant de parler du sujet financement, qui est un gros sujet, finalement, après une année, enfin même un peu plus, du coup d'existence, quels seraient les écueils à éviter ou les choses que vous referiez différemment? Il ne faut jamais avoir de regrets, donc non, je suis d'accord. À chaque fois, le conseil que je donne à des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui veulent monter leur société, c'est tester son marché et aller voir ses clients. C'est la première chose qu'il faut faire. Et je pense que nous, de fait d'être étudiants entrepreneurs, on a eu un peu de « ah bon, mais je vais aller parler aux responsables mobilité, innovation de la région Île-de-France, par exemple ». Et tout de suite, en fait, on a peur, on appréhende, mais comment je vais le faire? Mais en fait, faut pas chercher à comprendre, il faut y aller. Parce que c'est eux, nos futurs clients, et en fait, on crée quelque chose pour eux. Et on va leur vendre. Donc, il faut que le produit et ce qu'on va faire colle aux besoins. Et donc, il faut absolument tester son marché, aller prendre directement des rendez-vous. On peut faire sur LinkedIn. Il y a plein de façons de le faire. Appeler le standard et demander la personne au téléphone. Il y a plein de façons de le faire, mais il faut se confronter aux clients. Je suis complètement d'accord avec ça. Et même, en fait, donc je vous dis, le client, c'est la personne la plus importante dans une entreprise. Et en fait, si vous faites un bon produit, si votre entreprise a vraiment du sens et résout un vrai besoin, et même répond à un problème, votre client, vous n'allez pas l'importuner, il va être content de vous recevoir. Parce que s'il a un vrai problème, je sais pas, d'optimisation, un problème de coût, même un problème où il va être en danger parce qu'en fait, la société évolue et qu'il va perdre 30% de son marché d'ici 10 ans, si vous lui apportez une solution vraiment pertinente, il sera hyper content de vous rencontrer et même il sera hyper content de vous aider à accélérer le développement du produit. Donc, faut pas effectivement avoir peur, même si vous avez l'impression que vous allez déranger, que vous n'êtes pas prêt. Il ne faut pas procrastiner, il faut y aller, il faut taper aux portes. Et effectivement, si vous avez la bonne solution, ne vous inquiétez pas, les mecs ils vont suivre. Merci Julien et Camille. Une ou deux dernières questions avant de vous laisser la parole. Pour aborder le sujet des financements. Concrètement, quand on est jeune, quand on débute son entreprise, on se dit il faut absolument que j'ai de l'argent pour avancer. Et parfois, on ne prend pas le temps de se poser. Est-ce qu'avoir tout trop vite, tout de suite, c'est une bonne chose? C'est une question rhétorique, mais j'aimerais quand même avoir vos retours. Est-ce que c'est une bonne chose du coup? Est-ce que finalement c'est une fausse bonne idée d'avoir une fausse bonne solution d'avoir l'argent et des gros financements tout de suite? Ou est-ce qu'au contraire il faut galérer pour avoir ces financements et savoir pourquoi, dans quel sens on veut aller? J'irais tout trop vite, trop facile. Ça n'existe pas. Je sais. C'est quoi qu'il arrive, en fait, quand on recherche des financements, c'est du travail. Et donc, on le fait et on sait qu'il y a une partie de notre temps qui va être sur le sujet. Donc, pour moi, c'est bien cibler les organismes vers qui on va contacter pour avoir ce financement-là. Prendre des conseils auprès soit des entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter de dire toi, j'ai vu que tu as levé, tu as fait cette campagne-là sur We Do Good, sur Ulule. Quel est ton retour d'expérience? Comment tu as fait? Comment je pourrais optimiser? Du coup, pour moi, c'est parler aux personnes qui sont déjà passées par là, puisqu'on gagne, c'est plus rapide. Mais après, c'est du travail et donc faut vraiment cibler en amont quel financement et cibler son business plan. J'ai besoin de combien?
Je veux recruter, et c'est aussi une vision c'est se projeter vers l'avenir. Se dire, dans 2 ans, je serai là, j'aurai besoin de qui, comment et pourquoi. Donc alors j'ai besoin de combien d'argent? Voilà. Merci. Julien, tu veux compléter? Moi, je pense qu'il faut avoir faim. Enfin, quand tu es entrepreneur, si tu veux réussir, il faut vraiment être dans la difficulté parce que c'est là où tu vois tes limites. Déjà, est-ce que tu es capable de franchir les tempêtes et de survivre? Et effectivement, si tu as trop d'argent tout de suite, c'est là où tu commences un peu à procrastiner, à limiter en fait tes ambitions, tes envies. Et en fait, tu ralentis. Si tu as trop d'argent tout de suite, tu vas pas avoir le développement correct parce qu'en fait, tu vas pas optimiser tes dépenses. Il faut vraiment que chaque euro que tu arrives à lever, il va te permettre, je sais pas, de faire 2 euros de chiffre d'affaires. Enfin, je donne un chiffre un peu comme ça à la louche, mais il faut se dire qu'effectivement, quand on te donne l'argent, tu sais vraiment comment tu vas l'optimiser pour pouvoir développer l'entreprise. Donc moi, je pense qu'au début, c'est bien de ne pas avoir trop d'argent, de ne pas avoir trop d'aide. Et surtout aussi, au bout d'un certain moment, vous savez que quand on vous donne de l'argent, le but, c'est d'aller chercher encore plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment quand on commence à avoir une entreprise qui se développe avec un vrai business model, avec une vraie stratégie de croissance. Mais ouais, enfin, être entrepreneur, c'est dur. C'est pas se payer certains jours. C'est effectivement avoir peur de ne pas pouvoir payer ses salariés. Mais c'est grâce à ça que vous optimisez, vous performez et vous êtes sûr que vous avez fait le bon choix, quoi. Donc en gros, la love money, c'est bien, mais avec modération. La love money, ouais. Enfin, la love money, il faut vraiment l'activer au bon moment. Enfin, si tu as déjà tes premiers clients, si tu as déjà à peu près un POC où tu sais comment faire ton POC pour pas trop cher, etc., c'est bien, mais effectivement, crée pas tout de suite une entreprise avec 100 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'il y a papa, maman, papy, mamie qui ont mis dedans. Non, c'est au début, faut commencer avec vraiment les moyens du bord. Hein, et après, quand tu as vraiment le déclic, en fait, vraiment, l'argent doit servir à faire une phase d'accélération et pas une phase de survie. Si vous êtes en phase de survie, c'est que c'est peut-être un peu trop tard, ou sinon, il faut vraiment accélérer pour la prochaine étape, quoi. Merci à tous les deux. On va laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame déjà, et puis après. Bonjour, donc je vais avoir 2 principales questions. Donc la première, c'est il y avait la phase de projet où vous avez imaginé votre produit, ce que vous voulez faire. Mais on va dire, quand la société a été créée, concrètement, enfin, on va dire quand vous avez eu votre sirène, quelles ont été les premières difficultés que vous avez eu à résoudre? Deuxième question, c'était au niveau du financement de votre projet. On va dire les premiers financements, parce qu'après, j'imagine que vous allez continuer à lever des fonds au fil de la vie des entreprises. On va dire, sur les premiers financements que vous avez eus, en gros, comment c'était structuré? Quel était, on va dire, le pourcentage du bancaire, de Love Money? Voilà. En gros, les pourcentages pour le début, en tout cas. Je peux répondre à la deuxième, si tu veux. Alors, sur la deuxième, ça va être... nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'appels à projets parce qu'en plus, on est dans un secteur, le handicap, l'impact, c'est un sujet qui est d'actualité. Il y a beaucoup d'appels à projets. Donc, en fait, la première chose qu'on faisait, c'était sourcer les appels à projets qui sont en cours. Il y a plein de sites internet qui les référencent, les Échos. Il y a plein de... Madines également, c'est un newsletter entrepreneurial. Et il y a plein d'appels à projets, et en fait, ça permet, ces appels à projets, d'être déjà confronter son idée face à un jury. Et derrière, vous pouvez avoir du financement. Ça peut être de la dotation, de la subvention. Donc, je dirais, dans une première année d'activité, ça va être beaucoup, en fait, de confronter son idée à des appels à projets, des choses comme ça. Nous, c'est vraiment ce qu'on a fait, donc ça va être mon retour d'expérience là-dessus. Moi, alors, si on continue sur la deuxième question, moi, en fait, au début de l'entreprise, on a commencé un peu par de la subvention pour faire des études de faisabilité pour développer la techno, parce que pareil, on est sur des gros projets technologiques. Et donc, on allait chercher de la sub pour faire un peu de... Après, dès qu'on a commencé à avoir les premières briques, on a commencé un peu à vendre de la presta. Et après, effectivement, quand on a vu qu'il fallait qu'on accélère, on a fait intervenir du Love Money.
Et après, on a fait des emprunts bancaires, donc un emprunt avec un prêt d'honneur avec le réseau Entreprendre, qui a été adossé à un prêt bancaire. Donc pour vous dire, on a eu à peu près la moitié, enfin je veux dire peut-être 10% en subvention, la moitié en love money et la moitié en prêt bancaire, divisé en prêt bancaire personnel et prêt bancaire au nom de l'entreprise. Ça effectivement c'était, enfin voilà, donc pour donner un peu une idée des chiffres. Par rapport à l'immatriculation d'entreprise, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est l'immatriculer le plus tard possible. Tout simplement pour plein de raisons. Parce que quand vous immatriculez, il y a des dépenses. Hein. Vous déposez des statuts, vous déposez... vous avez les devoirs de publication. Vous avez tout simplement aussi besoin d'avoir une assurance, un compte bancaire. Et c'est des frais, tout ça. Donc, en fait, au début, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous avez 2000 euros de capital, effectivement... faut éviter de dépenser l'argent trop vite. Et aussi, effectivement, parce qu'après, l'âge de ton entreprise va te permettre d'accéder à différentes offres. Et donc, effectivement, si tu t'immatricules trop tôt, peut-être le temps que tu lances vraiment la boîte, en fait, tu vas peut-être passer à côté de certaines aides, alors que, en fait, ça aurait pu être optimisé. Donc, vraiment, le SIRET, il faut le déposer au dernier moment, quand on a vraiment besoin et que tu es sûr qu'effectivement, le projet, tu es confiant, il va y avoir des clients et il va y avoir du développement. Et aussi, je conseille aussi de bien regarder où est-ce que tu as envie de t'installer. Par exemple, en région parisienne, ça sert à rien d'aller sur Paris. Vaut mieux rester, par exemple, en Seine-Saint-Denis, parce que sur Paris, c'est blindé, notamment pour tout ce qui est BPI, c'est la guerre. Il y a même l'astuce, parfois, il y a des entrepreneurs qui s'installent en région, en province, parce qu'il y a des axes de financement qui sont des fois plus avantageux. Donc, c'est pas ce qu'on a fait, mais il y a un sujet aussi là-dessus. Toi, tu es parti en Normandie, par exemple, à un moment. Moi, en fait, l'entreprise, à l'origine, est normande parce que mon troisième associé était normand. Voilà. Donc, nous, il y avait vraiment voilà. C'est raison. Et puis, tu avais aussi un terrain d'expérimentation à l'époque. Il y a encore le temps pour deux petites questions. Et je crois qu'il y avait une question tout à l'heure de monsieur. Et puis de monsieur également. Allô. Oui, bonjour. Alors, ma question, il n'y a pas forcément de rapport avec le thème, mais c'est juste pour savoir, est-ce que vous, par rapport aux salariés aujourd'hui dans votre équipe, est-ce que vous avez la volonté de les former pour devenir un entrepreneur, ou est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat, ça reste une démarche personnelle? Merci. Pour moi, ça reste une démarche personnelle. Après, en tant que start-up, on apprend vite et on est un peu sur les sujets de communication. On va faire de la communication à 360. Mais pour moi, ça reste quand même un sujet personnel. Parce que sinon, si on forme un salarié à l'entrepreneuriat, qui dit que dans un an, il ne va pas monter son propre projet, et nous, le but, c'est de le fidéliser. Donc après, oui, il apprend l'environnement start-up. Et ça apprend d'un point de vue entrepreneuriat. Mais après, le former typiquement à l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas notre rôle, en tout cas, en tant que dirigeant. C'est peut-être le rôle dans des plus grosses entreprises où on veut faire de l'intrapreneuriat. Mais nous, notre rôle en tant que dirigeant, je pense pas que c'est celui-là. Moi, en tant que dirigeant, j'ai pris plutôt des stagiaires bras droit. Donc, justement, c'était des stagiaires qui étaient dans des filières entrepreneuriales qui voulaient se former pour ça. Donc, effectivement, moi, le but, c'était de gagner du temps et lui montrer ce que c'était le métier d'entrepreneur, parce que c'est pas facile. Très clairement, faut voir le nombre de startups qui se plantent et le nombre d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à manger à sa faim, sans déconner. Vraiment, dans les périodes creuses, moi je dormais dans mes bureaux, donc vraiment, c'est pas si simple que ça. Donc effectivement, toi en interne, quand tu commences à recruter tes salariés, tu essaies de former tes salariés à tes métiers et à essayer de les faire progresser dans l'entreprise pour qu'ils soient des cadres de ton entreprise. Donc effectivement, le but, c'est que à la limite, les former à la gestion d'entreprise ou en tout cas les aider à faire du management très clairement. Effectivement, leur faire goûter l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un peu rageant parce que les premiers salariés, ça fait partie de l'ADN de la boîte et c'est vrai que c'est difficile de les voir partir. Après, il y a beaucoup de salariés qui, en fait, dès qu'on dépasse une certaine taille, se reconnaissent plus parce que justement l'entreprise n'est plus à taille humaine et commence à devenir un grand groupe. Il y en a plein qui partent, mais à ce moment-là, généralement, les fondateurs aussi ont déjà perdu pas mal d'influence par rapport au reste de la boîte, etc. Mais au tout début, tes salariés, tu les bichonnes et tu as envie de les garder le plus longtemps possible.
Monsieur, du coup. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je vous félicite pour tout ce que vous faites si jeune. Moi qui suis un peu plus âgé que vous, je suis très impressionné par votre parcours à un si jeune âge. J'ai deux questions. Une question sur votre engagement et puis une question sur le contrôle de votre projet. Je vois que vous vous lancez dans des opérations. Vous êtes avec des diplômes universitaires très importants qui vous permettraient d'aller dans des entreprises, d'être salarié et bien gagner votre vie. Cependant, vous avez choisi un itinéraire complexe. Vous partez d'une idée qui n'existe pas. Vous commencez à travailler sans gagner d'argent. Vous devez lever des fonds et embarquer plein de personnes pour réussir votre projet. Donc le parcours est extrêmement difficile, selon moi. Et donc, quel est votre moteur tous les matins, quand vous vous réveillez le matin dans votre bureau parce que vous n'avez pas pu dormir ailleurs? C'est la première question. Deuxième question, vous dites également que pour bien avancer dans votre projet, il faut associer du monde. Et donc, comment faites-vous pour garder votre idée, garder votre copyright de votre idée, alors que vous associez et questionnez beaucoup de monde dans un écosystème qui pourrait vous piquer votre idée? Voilà, deux questions. Merci beaucoup. Et ça sera la dernière. Ok, bien. Je vais essayer de répondre bien et rapidement. La première question, je pense que c'est un engagement personnel et c'est une vision personnelle. Alors oui, on a choisi de galérer. Voilà, on a choisi de galérer et pas forcément d'être salarié dans une entreprise lambda et du coup avoir notre salaire à la fin du mois, etc. Je pense que c'est un choix personnel et c'est un engagement personnel. Moi, ce qui me motive au quotidien, je travaille pour une cause qui est le handicap. Et tous les jours, j'apprends le handicap. Et par exemple, là, aujourd'hui, face à vous, j'ai fait de la sensibilisation par mon pitch dans un premier temps. Donc ça, c'est mon engagement personnel. Et c'est un choix personnel. Sur la deuxième question, qui était... Quand tu fédères les gens autour de Ah oui, comment tu gardes ton idée. Alors ça, c'est beaucoup dans l'entrepreneuriat, on pose la question, mais j'ai une idée, mais je ne veux pas en parler parce que j'ai peur qu'on me la pique. En fait, de garder ça pour soi, on ne peut pas être challengé dessus. Et il ne faut pas avoir peur que la personne va vous la piquer parce que ça peut potentiellement arriver, mais ça arrive dans très peu de cas. Enfin, moi, j'ai connu très peu de cas sur ce sujet-là. Mais de parler de votre idée, c'est de la confronter à un potentiel marché et les personnes vont vous apprendre pas vous apprendre, mais potentiellement vous faire réfléchir à d'autres sujets que vous n'aurez pas réfléchi vous-même. Et se dire, ah oui, en effet, ça, je pense que c'est un sujet, c'est une bonne idée, je vais peut-être le rajouter à mon produit et à mon idée. Et toutes les personnes vont du coup vraiment donner des conseils qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Hein. Quand on est entrepreneur, on est une éponge. Complètement. On prend ce qu'on a à apprendre, mais on ne prend pas tout. On fait son propre choix. Donc, pour moi, en parler, je ne dirais pas que c'est vital, mais en tout cas, c'est essentiel. Moi, pour revenir sur la première question, effectivement, c'est un choix de vie qui est compliqué, mais en fait, je pense qu'on le fait par choix et par passion, parce que simplement, en fait, on est confronté à ça. En fait, on se dit, ouais, non, c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, vraiment, c'est pas, on se dit, demain, je vais créer une boîte comme ça. C'est un vrai projet, une vraie réflexion. Et après, pour moi, en fait, l'entrepreneur a un rôle social et un rôle sociétal. Et pour moi, effectivement, je suis hyper content de me dire j'ai déjà 8 salariés et que je paye et que je les aide à grandir. En plus, je les forme. Enfin, moi, j'ai vu l'épanouissement de mes salariés. Même leurs familles m'ont dit mais c'est génial depuis qu'ils sont chez toi. Ils ont évolué autrement et ils gagnent en confiance, en assurance. Donc, c'est un vrai plaisir. Et en engagement sociétal, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où tout va trop vite. Il y a plein de choses qui se passent, notamment, je pense, par rapport à l'environnement. Et en fait, il ne faut pas attendre les politiques pour prendre des engagements. Et c'est aux entrepreneurs de dire, effectivement, moi, je sais que je pollue. Qu'est-ce que je fais pour compenser ça ? Et voilà. Et je pense qu'effectivement, moi, j'ai fait de l'associatif parce que, effectivement, pour moi, c'est important d'avoir des opérations et faire des actions de façon locale. Et c'est toutes ces petites actions qui vont faire que ça va bouger au niveau, à un plus haut niveau. Donc voilà, moi, en tout cas, je crée parce qu'il y a aussi ça où je sais qu'en tout cas, je vais apporter ma pierre à l'édifice pour améliorer la société, en tout cas pour aider une partie de la société. Et c'est ça, en fait, mon plaisir. Et il y a un petit côté satisfaction et reconnaissance parce que, quand il y a vos salariés qui disent voilà, on m'a fait une proposition, on me paye 10K de plus, mais jamais j'irai parce que je suis trop content de bosser avec toi, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir.
Sur le côté appropriation de l'idée, il faut se faire confiance. Enfin, je pense qu'effectivement, quand vous avez une bonne idée, faut la garder. Moi, j'ai beaucoup d'investisseurs qui m'ont dit fais pas du B2C, donc fais pas du grand public, parce que ça se casse la gueule. Enfin, il y a une boîte sur 1000 qui réussit. Sauf que moi, en fait, je suis sur un travail d'évangélisation, parce que la reconnaissance visuelle, c'est pas quelque chose qui était hyper développé, en tout cas en Europe. Et je fais, en fait, non, en fait, moi, je veux aider les utilisateurs. Et donc, en fait, c'est à eux qu'il faut que je m'adresse. Donc j'ai écouté un petit moment mes investisseurs. Et en fait, au bout d'un certain moment, je leur ai dit non. On fait comme j'avais dit. Et après, par contre, effectivement, il faut savoir écouter parce que on parle à ses clients. Donc, c'est eux qui vont vous aider à mieux façonner. Et effectivement, après, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer l'idée parce que si vous êtes la bonne personne, même s'il y a quelqu'un qui vous pique l'idée, si c'est vous qui avez la meilleure vision et la meilleure expérience, le meilleur service, c'est vous qui allez gagner. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et justement, plus on en parle, plus on se fait challenger et mieux vous progressez. Et puis ça peut devenir un potentiel associé plus tard. C'est la fin de, je suis désolé, c'est la fin de cette masterclass. Merci à vous, Camille et Julien, d'avoir accepté d'intervenir. On mettra la présentation à disposition avec les coordonnées de Camille et Julien, du coup, si vous avez des questions. En tout cas, merci à tous d'être venus. Bonne journée.